Étant donné que je suis le doyen de ce panel, mon expérience est assez lointaine. J'avais inscrit mon sujet de thèse en 1973, c'est-à-dire que j'ai eu l'agrégation sur le tard en 1972. Et l'année suivante, eh bien, j'ai rencontré mon futur directeur de recherche, qui était membre du jury de la GREC. Donc c'était extrêmement facile d'entrer en contact avec lui. C'était quelqu'un qui était jeune, donc qui n'avait absolument aucun préjugé, et qui était lui-même spécialiste de l'imaginaire, qui faisait partie du CRI, le Centre de recherche sur l'imaginaire à Grenoble. Et donc, c'était encore l'époque où on travaillait très longtemps sur une thèse, donc j'ai mis 10 ans pour la terminer. Elle a été soutenue en 83 et elle a été publiée en 85. Alors, je me souviens très bien qu'à l'époque où j'ai inscrit ce sujet de thèse, j'étais assistant à l'Université de Grenoble et je me suis heurté au scepticisme, voire à l'ironie, d'un certain nombre de mes collègues qui me disaient le vampire, c'est de la littérature de gare, donc ça ne devrait pas entrer à l'université. Il y avait vraiment des préjugés à l'égard de ce genre de littérature. Et je dois dire que lorsque j'ai terminé ma thèse, lorsque je l'ai soutenue, j'ai eu beaucoup de mal à me faire éditer. Donc il a fallu que je fasse chez Didier Érudition une édition à compte d'auteur qui s'est contentée de reprendre le dactylogramme de la thèse d'origine, ce qui veut dire qu'il est parfaitement illisible. Il est illisible d'abord parce que le tirage est très mauvais. Et donc, ça a été tiré à 300 exemplaires. Et maintenant, il paraît que cette thèse est devenue un objet un peu mythique qu'on voit réapparaître de temps en temps sur Amazon. Voilà. Donc, voilà mon expérience personnelle. On va continuer avec Anne. Alors moi je suis un peu à l'autre extrémité, je ne suis pas si jeune que ça, mais je suis un peu à l'autre extrémité de l'histoire quand même. Et je ne me suis pas heurtée à ce même scepticisme. Mon travail a plutôt été bien reçu. Alors en même temps, je partais avec un parcours très légitime derrière moi. Ce sera le cas aussi pour Simon. Et c'est vrai que ça aide, on est issu des écoles normales supérieures, on a l'agrégation, donc on présente des garanties de légitimité qui fait que nos collègues vont plus facilement pouvoir nous faire confiance, même si nos objets sont marginaux. Donc moi c'est ça qui s'est passé. J'ai travaillé avec un directeur, donc Jean Bessières à Paris 3, qui a depuis dirigé un certain nombre d'autres thèses sur la science-fiction, le fantastique, qui n'est pas du tout spécialiste de ça, et pas tellement apte à encadrer. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment assez seul. Ça, c'est une des caractéristiques des thèses sur ces sujets à l'université, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, donc les quelques-uns d'entre eux sont là, mais il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc souvent, on est amené à devoir inscrire son sujet auprès de gens qui nous acceptent, mais qui ne vont pas pouvoir vraiment nous orienter. Et ensuite, j'ai été recrutée facilement. Je travaille un peu sur la littérature de jeunesse, beaucoup sur la fantaisie, sur les mécanismes de sérialité, sur les cycles, les séries. Donc il s'est trouvé aussi par un hasard de l'histoire que c'était des sujets qui intéressaient les étudiants, les médias, au moment où je suis arrivée, où j'avais fini ma thèse. Donc, après, les choses se sont enchaînées, pour moi, assez facilement. Voilà, donc je tends plutôt à avoir un discours positif de ce point de vue. Il y a peut-être eu une évolution positive ces derniers temps. On va voir si ça se confirme avec l'autre moitié de la table. Simon ? Oui, alors, en ce qui me concerne, je peux confirmer ce que vient de dire Anne Besson. C'est-à-dire qu'en fait, l'université française fonctionne de manière complexe. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte lorsque on veut utiliser certains corpus comme ceci. La science-fiction, pas plus que la fantasy, ne sont pas encore particulièrement des objets légitimes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ces objets. Le tout, c'est d'une part, effectivement, de
proposer des gages suffisants de sérieux au départ. Ça, c'est pas forcément dans le parcours de tout le monde, donc c'est pas forcément facile. Mais dès lors que effectivement on propose ces gages-là, il faut aussi proposer des pistes intéressantes. Et les pistes que Anne a évoquées, la sérialité, l'ouverture vers les médias, ça fait partie de choses qui intéressent beaucoup actuellement l'université, enfin pas tous les secteurs, mais il y en a, donc après c'est spécialisé. En l'occurrence, disons, le biais par lequel j'ai fait accepter mes recherches et mes perspectives, il est un peu double. C'est à la fois une perspective historique, c'est-à-dire que d'un point de vue d'histoire littéraire, il n'y a pas de mauvais objets. Tous les objets sont susceptibles d'informer sur ce que c'est que la littérature. Et donc, dès lors qu'on propose un travail qui est systématique, documenté et sourcé, c'est quelque chose de tout à fait respectable comme objet, sans forcément dire qu'il faut absolument intégrer au canon la totalité de ce qui est étudié. Et l'autre aspect qui est particulier, qui a, disons, le vent en poupe dans certains secteurs, c'est la catégorie, je dirais, de la théorie de la fiction. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'intéresse à ce que c'est qu'une fiction, eh bien, là encore, tous les objets sont intéressants, et surtout, les objets moins étudiés, moins légitimes, deviennent des moyens de vérifier des hypothèses, parce que si on ne travaille que sur Stendhal et Proust, au bout d'un moment, on peut avoir des résultats qui sont auto-provoqués, c'est-à-dire qui sont des méthodes qui sont ad hoc, donc c'est des moyens de vérification, et d'autre part, il y a des phénomènes, et ça fait partie des choses que des idées que j'ai défendues lorsque j'ai présenté mes objets à mes collègues. Il y a des phénomènes qui ne sont véritablement observables en tant que tels qu'en allant voir certains corpus. En l'occurrence, la science-fiction dans mon cas, mais ça pourrait être le cas pour d'autres secteurs de l'imaginaire. Donc l'idée générale, c'est que un parcours est moins impossible qu'à l'époque qu'évoquait Jean Marigny, où il y avait un problème de légitimité majeur, et en même temps, ça signifie qu'il faut avoir une approche réellement structurée, savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Pareil, généralement. Oui, merci. Alors, bon, moi, c'est un peu l'autre extrême, et c'est la génération juste après celle de Jean Marigny. Alors, moi, j'ai fait une thèse sur Jules Verne uniquement parce qu'on m'a refusé une thèse sur Paul Claudel. En fait, la chose était très simple. On m'a dit, vous venez, évidemment, avec 2 sujets, et je choisirai. Et j'ai choisi, je voulais absolument faire une thèse sur Paul Claudel. Et donc, je me suis dit, si je mets Paul Claudel et Jules Verne, je suis tranquille, ça tombera sur le partage de midi. Et en manque de peau, c'est tombé sur Jules Verne. Et donc, je me suis retrouvé avec Jules Verne, mais bon, heureusement, j'avais été précautionné. Je savais que, au moins, ça, j'aimais lire. J'étais pas si sûr que ça, d'ailleurs, d'aimer Claudel, mais j'étais persuadé qu'il fallait qu'une thèse soit un peu ennuyeuse. Et j'ai donc attaqué ça. Alors, pour le coup, et c'est là la stratégie de légitimation, puisque bon, moi, à l'inverse d'Anne Besson et de Simon Bréant, je suis absolument pas légitime. J'ai jamais passé l'agrégation, je suis pas normalien. Mais je venais avec un questionnement dans la foulée, donc des questionnements du cri de Jean Marigny, dans la foulée des questionnements de gens comme Burgos sur la théorie de l'imaginaire, et donc c'est cette théorie de l'imaginaire que j'ai appliquée à Jules Verne. En fait, au fond, je suis assez vilain petit canard et assez indigne dans tout ça, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans sur une thèse pour essayer de montrer que Jules Verne n'était pas de la littérature de jeunesse, et ensuite je suis devenu spécialiste de littérature de jeunesse. Donc bon, on va dire que c'est un parcours de ce point de vue-là assez erratique, qui n'était pas du tout linéaire. Par contre, pour s'intégrer à l'université, c'est-à-dire quand même pour devenir légitime, j'étais normalement obligé de faire un grand détour, c'est-à-dire que je suis parti à l'île de la Réunion, où ma foi il y avait moins de candidats, ce qui permettait d'entrer comme maître de conférence. Bon, et après, évidemment, les choses ont changé, mais par l'écriture, c'est-à-dire que là, il a vraiment fallu faire ses preuves de manière scientifique, faire ses preuves en publiant beaucoup et en travaillant d'arrache-pied. Moi, ce qui m'intéresse dans ces corpus de jeunesse, science-fiction, fantasy, pour le coup, je fais la grande catégorie de la littérature de jeunesse permet de faire assez peu de divisions. D'autant que je prends la littérature de jeunesse jusqu'au roman pour adultes, soyons clairs. Donc à partir de là, c'est très vaste. Bon, ce qui m'intéresse véritablement, c'est de voir comment fonctionnent les imaginaires, et de plus en plus maintenant comment ils rendent compte
de l'évolution des mentalités, de l'évolution des mentalités au fil des générations. Donc, bon, à la fin, on arrive à quelque chose de légitime. C'est vrai aussi que désormais, les travaux principaux de mon dernier travail sur la science-fiction écologique, c'est véritablement des problèmes qui sont des problèmes liés à l'intermédialité, liés à la grande diffusion et tout ça. Donc, au fond, je veux dire que le côté légitime m'intéresse absolument plus. Enfin, je veux dire, le combat, à mon avis, n'est plus du tout à essayer de légitimer cela. D'abord, primo, maintenant, globalement, c'est à peu près légitimé. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire admettre de nouveaux questionnements sur la littérature. Et peut-être, je crois que le grand combat, mais là pour l'avenir, et là on n'y est pas du tout, c'est d'arriver à faire admettre que la littérature a des moyens d'analyse, un point de vue sur les objets de fiction qui est susceptible d'intéresser la société. Parce que là, pour l'instant, ça pose un vrai problème. Autant on interroge des philosophes et des psychologues, autant nous, on est vraiment complètement marginaux. Enfin, en dehors des cercles où on est, hein, mais bon, globalement. Je suis troublée parce que vous êtes en train de nous dire, et surtout Christian, que, si j'ai bien compris, qu'à la limite, on peut traiter à peu près n'importe quel objet d'étude à partir du moment où on applique les méthodes, l'analyse, la démarche, c'est dans la démarche elle-même que ça trouve la légitimité. Et Anne et Simon disaient qu'effectivement, la légitimité, elle est globalement dans la méthode, elle est dans les questionnements, elle est dans la théorie littéraire et tout ça. Moi, je crois que la légitimité, elle s'acquiert en fait à partir du moment où on est capable véritablement d'intéresser un public, de rendre compte de phénomènes qui échappent aux études littéraires traditionnelles. J'ai passé 15 ans de ma vie à être un 19e normal, hein, vous l'avez montré tout à l'heure. Il est évident qu'il y a un moment où, quand vous avez écrit sur Nerval, sur Gautier, sur Hugo, sur Mérimée, et que vous vous rendez compte que globalement ça intéresse éventuellement quelques 19e, mais ça s'arrête là, on a envie de passer à autre chose quand même. Mais quand on travaille sur des auteurs qui ont traversé de multiples générations, quand on travaille sur Dracula ou le vampire par exemple, est-ce qu'on l'analyse sous l'angle de comment la société perçoit ces mythes, qu'est-ce qu'elle y projette, quelle lecture on en fait dans les différentes sociétés, puisqu'il y en a eu maintenant un certain nombre qui se sont emparés de ces récits? Oui, ça, je crois que c'est absolument indispensable, surtout sur un thème comme le vampire, qui, au début, n'intéressait qu'une minorité de lecteurs, et des lecteurs qui ne s'intéressaient qu'à ce motif. Hein. Et puis, il faut dire qu'il y a un décalage entre, évidemment, le moment où le roman de Bram Stoker est sorti, où il a connu un certain succès d'estime, et le XXe siècle, où, à ce moment-là, grâce au cinéma, parce qu'il faut dire que dans ce genre de littérature, le cinéma joue un rôle absolument prépondérant. Hein. Je pense que si Dracula n'avait pas été porté à l'écran, pour ne citer que Dracula, hein, si Dracula n'avait pas été porté à l'écran, aujourd'hui on n'en parlerait même plus. Hein, ça serait un objet de curiosité pour les amateurs, mais rien de plus. Or, c'est à partir du film de Todd Browning que, brusquement, les ventes du roman se sont multipliées dans le monde entier, les traductions se sont multipliées dans le monde entier. Et donc, Dracula a touché le grand public à partir de ce moment-là. Et j'ai essayé de montrer dans ma thèse que le thème du vampire a été très très apprécié aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, parce qu'il représentait un certain nombre des préoccupations de l'époque, des Américains, qui étaient frappés par la crise, comme nous le sommes aujourd'hui, par une crise énorme qui avait provoqué un chômage endémique tout à fait dramatique. Et Dracula, qui avait le personnage incarné par Todd Browning au cinéma, avait un fort accent hongrois, donc il représentait, cristallisé, toutes les haines xénophobes de l'époque. Hein.
on le détestait, Dracula, c'était véritablement celui qui représentait tout ce que la société américaine rejetait. Évidemment, ça a complètement changé avec Anne Rice, avec les vampires contemporains, mais à l'époque, c'était ça, hein, c'était une espèce de répulsion, attraction du public à l'égard du thème du vampire.